3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va aujourd'hui? Moi c'est la grande forme, hein, en déplaise à certains qui commentent et qui trouvent ça pathétique, mais je suis désolé, je vais bien, je vais pas vous dire le contraire. Surtout que j'adore ça, cette vidéo là encore une fois, je la fais en featuring, avec quelqu'un qui fait encore la sieste là-bas, parce qu'il a eu une nuit difficile. Allez League Pass, ramène-toi. Et ouais, ça y est, la pré-saison a commencé, il a fallu que tu reprennes du service. J'imagine que ça a été dur après tes vacances qui ont duré depuis la fin des finales NBA. J'avoue qu'avec tout ce que tu proposes au niveau des archives, ça devait pas être non plus de vraies vacances, mais ça devait quand même être plus light, non? Ouais, c'est vrai que vu que t'es disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je pense qu'il y en a pas mal qui te sollicitent. Et c'est aussi pour ça que je suis avec toi depuis plus de 15 ans maintenant, la plupart de mes nuits. Ouais, t'as raison, même si certains ici te connaissent déjà bien, c'est sûrement pas le cas de tout le monde. Et vu que je te sens déjà un petit peu plus à l'aise que samedi dernier, je te laisse te présenter, à toi la parole. Alors salut, moi je suis le League Pass. Pour faire simple, je suis juste l'outil ultime du fan de basket. Vous allez me dire que je me la pète, hein, mais un vrai fan NBA ne peut absolument pas faire sans moi, vu que je diffuse tous les matchs, absolument tous, de toutes les équipes, pendant toute la saison. Disposer des chaînes payantes sur la télé, c'est bien, mais ça ne suffit clairement pas, vu que ce n'est pas toi qui choisiras les matchs que tu regarderas. En m'utilisant, tu pourras tout simplement mater l'intégralité des rencontres de ta team préférée. Oui, absolument tous les matchs, en direct si tu veux. Et mieux encore, si tu n'es pas un octambule, sache que tout est gardé dans mes archives. Libre à toi donc de mater les matchs quand tu veux, où tu veux, dans les conditions qui t'arrangent, sur ordi, smart TV, smartphone ou tablette. Tu peux même zapper les temps morts ou accélérer si tu les mates en différé. Tu veux quoi de mieux? Eh bien, je vais te dire ce que tu peux trouver d'encore mieux. Avec moi, tu peux même accéder à certains matchs classiques des années d'avant, soigneusement choisis par la NBA. C'est l'occasion parfaite pour revoir Kobe, Michael, Shaq et même certains slam dunk contests de légende. Si toi dans la vie tu fais partie des gens qui au quotidien ont l'habitude de s'ennuyer, t'inquiète, j'ai de quoi t'occuper, et ce pour des années. Et puis allez, faut que je le dise, hein, mes concepteurs sont des génies talentueux et m'ont permis à travers les années de me développer et de devenir un outil ultime de grande qualité. Avec moi, tu auras une image au top et tu pourras choisir d'où viennent tes commentaires. Au choix, les consultants de l'équipe à domicile, ceux de l'équipe visiteuse ou encore ceux de la télé nationale pour les matchs qui y sont diffusés, pour plus d'impartialité. L'ambiance totale américaine est garantie, ça c'est certain. Donc vous l'avez capté, difficile de se considérer comme un fan hardcore NBA si on ne possède pas le League Pass. Alors pour kiffer, mais aussi pour soutenir le 6ème homme et l'aider à convaincre NBA Europe de faire de lui leur ambassadeur sur le long terme, un seul moyen, cliquez sur son lien, c'est important. Ça montrera à tout le monde à quel point vous êtes une commune gueudin, mais vu ce qu'il m'a dit, je n'ai plus aucun doute là-dessus. Ouais, vous l'avez compris, c'est bien mon lien qu'il faut utiliser, ça soutiendra la chaîne, ça l'aidera à aller de l'avant, ça me permettra d'envisager peut-être un partenariat à long terme avec NBA Europe, donc go cliquer sur le Smart Link, il faut tout exploser. Et puis je vous le rappelle, de toute façon, même si la saison commence que dans 15 jours, vous ne le regretterez pas avec toutes les archives qui sont disponibles, mais aussi la pré-saison qui a commencé. Donc c'est le moment, allez commander. Mais bref, j'arrête de parler de tout ça, parce que si vous êtes là, c'est aussi, je pense, pour entendre parler des équipes de la conférence Est. Lundi soir sur Twitch, grâce à Max et Steph, les modérateurs que je remercie énormément, parce qu'ils ont bien bossé en sélectionnant vos questions, j'ai pu répondre justement aux interrogations les plus hautes concernant chacune des franchises de la conférence Est. Avant de faire la conférence Ouest de la même façon la semaine prochaine, ça a permis un petit peu de prévoir quelle sera la saison de chacune des équipes concernées, et ça a suscité beaucoup d'interactions, beaucoup de débats, et c'était cool. Voilà pourquoi on part en mode best-of, en mode Crystal Ball. De toute façon, vous l'avez capté, le seul et unique moyen d'obtenir les réponses les plus précises possibles à toutes ces questions sera de suivre un maximum de matchs. Et pour ça, le League Pass, mais aussi mon Smart Link est votre ami. Allez, j'arrête l'autopromo, c'est parti. Je réponds aux questions les plus hautes concernant les équipes de la conférence Est. Le sujet du live du jour, ça va être de répondre aux 15 questions les plus chaudes de la conférence Est. Donc c'est des questions que vous avez posées aux modérateurs, notamment à Max et Steph qui m'ont trié ça, donc on va découvrir ensemble juste après, et donc vous les avez posées sur Facebook, sur Discord et sur Twitter. À chaque fois, ils ont sélectionné celle qui semblait la plus adaptée à l'avenir de la franchise, parce que l'idée c'est aussi de faire une preview de la franchise. Donc l'idée c'est que je vais essayer d'y répondre en fonction de ce que vous avez dit, j'espère qu'il n'y a
pas trop de questions pièges qui ont été choisies. Donc je vais y répondre du mieux que je peux, et ça permettra de discuter un petit peu de tout ce que peut faire cette équipe cette saison. Et après, on partira sur un petit sondage que vont lancer les modérateurs pour essayer de voir justement à quelle place vous voyez l'équipe terminer à la fin de la saison régulière, histoire qu'à la fin du live, en fonction de ce que vous avez voté, on puisse établir le classement de la conférence Est fait par la commu. Et ça, je trouve ça super intéressant. Première équipe, Atlanta, avec une question de Cédric Lamotte qui vient de Facebook. La question, c'est les Hawks peuvent-ils prétendre à une finale de conférence cette année ? Une finale de conférence, finalement, ce serait faire aussi bien que l'année dernière. Le plus dur quand tu fais un exploit, quand tu fais une finale de conférence, c'est de confirmer, je pense, ensuite. Ça va être un gros défi au vu de la concurrence qu'il y a dans la conférence Est. Et ça va être... quand j'y pense, là, je me dis que ça va quand même être difficile de les imaginer aller plus loin que les Bucks ou les Nets, par exemple. Mais en fait, maintenant, la question, c'est peuvent-ils aller en finale de conférence, peuvent-ils prétendre à une finale de conférence? Donc on sait jamais. On a un Trae Young qui progresse chaque année, tout comme pas mal d'autres jeunes joueurs dans l'effectif. J'attends beaucoup d'un DeAndre Hunter par exemple, ou d'un Cam Reddish. Il y a eu la re-signature de John Collins, là qu'on voit sur le visuel, qui est primordial aussi, je pense, même s'il le paye cher, à mon avis, il va mériter ses dollars, parce que c'était un pion essentiel dans l'équipe des Hawks de l'année dernière. J'aime bien aussi, si on parle de recrutement, j'aime bien aussi l'arrivée de Delon Wright. À mon avis, ils avaient un Lou Williams en doublure de Trae Young qui pouvait mettre le feu, c'est très bien, mais c'était pas non plus un vrai organisateur, un vrai meneur. Donc là, Delon Wright apporte ce profil, et je trouve que ça apporte de la profondeur à cette équipe d'Atlanta. Et surtout, en fait, quand on pense aux Hawks, moi j'ai envie de penser à Nate McMillan, qui maintenant a un discours qui est vraiment bien passé auprès de cette équipe d'Atlanta. Il a créé un pick and roll autour de Trae Young et de Clint Capella qui est redoutable, ça veut rien dire, mais qui est redoutable. Donc cette équipe, quand j'y pense, je me dis, elle a fait une finale de conférence l'année dernière, et elle est probablement encore meilleure, parce qu'elle a encore plus de vécu collectif, elle a un coach qui va entamer sa deuxième année, qui va pouvoir faire le training camp avec sa team, et je me dis que le roster est parfait pour jouer les troubles faites dans la conférence Est. Alors je dis pas qu'ils font partie des 2 favoris, clairement pas, par contre ils peuvent encore créer la surprise à mon sens. Maintenant, de là à créer la surprise jusqu'en finale de conférence, vu que c'est la question, je parierais pas 100 balles là-dessus pour être honnête. Mais maintenant la question c'est est-ce qu'ils en ont la capacité? Et je me dis why not? Personne n'aurait pensé qu'ils feraient ça l'année dernière, ils ont réussi à le faire. Donc en fonction de contre qui ils tombent en playoff, en fonction de leur état de forme et en fonction de la chaleur que peut avoir un Trae Young en playoff, pourquoi pas. Donc je me dis que ouais, ils peuvent prétendre à une finale de conférence cette année, même si j'en fais pas mes favoris. A few moments later. Ok, donc fin du sondage, le bilan, vous êtes une grande majorité à voir les Hawks finir entre la place 4 et 6, vous êtes 88% à les voir finir entre la place 4 et 6, après il y en a quand même 6% qui les voient finir entre la place 1 et la place 3, 6% qui les voient finir entre la place 7 et la place 10, et personne ne les voit finir entre 11 et 15. Vous pensez que, bon, vous n'êtes pas tout à fait sûr que l'équipe a progressé, moi j'en suis quand même assez persuadé, dans la mesure où les jeunes vont progresser, et dans la mesure où avec Delon Wright, ils ont quand même un playmaker capable de défendre comme il manquait l'année dernière, donc tout ça je trouve ça très positif. Vous n'êtes pas persuadé que l'équipe est meilleure, moi je pense que si elle sera meilleure, pour moi le problème c'est surtout que la concurrence est peut-être meilleure que celle de l'année dernière, mais maintenant on sait jamais, on n'est jamais à l'abri de blessures chez la concurrence, on n'est jamais à l'abri de chocs pendant la saison régulière, qui pourrait faire en sorte justement que la moitié de tableau des Hawks soit assez libre et qu'ils puissent aller jusqu'en finale de conférence. Clairement, je le répète, j'en fais pas mes favoris, mais si les étoiles s'alignent de la bonne façon, je vois pas pourquoi ils ne pourraient pas prétendre à une finale de conférence, vu qu'ils l'ont fait l'an dernier et que l'équipe me semble meilleure, avec des jeunes qui vont forcément progresser, et un coach qui aura encore plus pris ses marques. Ok, question 2, concernant Boston, elle vient de Paolo comme mon prénom, qui demande si ça va être une année de transition à Boston ou si c'est une équipe qui va avoir de réelles ambitions. Alors non, une année de transition, moi je pense pas du tout à Boston. À Boston, on joue pas la transition. À Boston, on a un potentiel MVP dans l'équipe avec Jason Tatum et on veut vraiment aller le plus loin possible. On joue pas du tout la transition pour moi. Si le coach a changé, c'est pas pour reprendre à zéro et se laisser le temps, à mon avis. Je pense que c'est surtout parce que là, ils se sont dit qu'avec Brad Stevens, il fallait un petit peu une nouvelle ère, parce que son discours ne passait plus vraiment. Il avait un petit peu fait son temps, je pense, Brad Stevens à la tête des Celtics. Ça s'est beaucoup vu l'an dernier, hein. Il était beaucoup dans la critique avec ses joueurs. Je pense qu'il a perdu un petit peu son groupe. Il leur demandait sans arrêt d'avoir plus de focus, mais ça n'a pas suffi. Il n'y a jamais eu l'électrochoc attendu de la part de Brad Stevens, et à mon avis, il était temps d'apporter un petit peu de 109 au coaching, et c'est pour ça a été recruté Ime Udoka, et pour moi, c'est un candidat parfait, Ime Udoka. J'ai déjà beaucoup évoqué son profil dans ma vidéo sur les nouveaux coachs, dans le live sur les nouveaux coachs, donc je vais pas trop revenir dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a une personnalité qui est très appréciée dans le vestiaire, que Tatum, que Brown ou que Smart l'ont
l'ont côtoyé avec Team USA, et ils ont aussi poussé pour son arrivée, et s'il a été recruté, c'est pas du tout pour repartir à zéro et faire une année de transition, c'est vraiment justement pour essayer de donner un coup de boost et un coup de fouet à ces Celtics qui ont besoin et qui ont le talent, et normalement, et qui ont l'effectif pour aller loin. Quand on voit qu'un effectif, pour moi, avec Tatum et Brown, ça doit direct avoir des ambitions. Quand en plus de ça, autour d'eux, on recrute du Dennis Schroeder, du Josh Richardson, du Enes Kanter et du Al Horford, ça doit encore plus avoir des ambitions. On ajoute à ça Marcus Smart, et sur le papier on a vraiment beaucoup de niveaux, et il y avait déjà du niveau l'année dernière. Le truc, ce qui est compliqué, c'est que maintenant il faut faire jouer tout ça ensemble. Comme je disais, je pense que Stevens avait un peu perdu son groupe, Udoka a ce côté fédérateur, donc c'est ce qu'il va apporter à Boston, j'espère, et cette équipe, à mon avis, elle se doit d'avoir des ambitions et d'être compétitive de suite, parce que si ça refait une saison comme l'année dernière, Ime Udoka sera forcément la cible des critiques, et je pense que même si c'est sa première année et qu'on aura peut-être un petit peu de tolérance avec lui, il faudra se poser de bonnes questions. Donc clairement, pour répondre à cette question, du côté des Celtics, à mon avis, on est beaucoup plus dans le win now que dans la transition. One eternity later. Ok, fin du vote concernant les Celtics. Donc si on fait un petit bilan, vous êtes 59%, vous, on verra ce que ça donne au classement final, qui sera fait justement à la fin du live, mais pour l'instant, vous les voyez à peu près se classer comme les Hawks, vu que vous êtes 59%, allez voir se classer entre la place 4 et 6. Après, vous êtes 28%, allez voir un peu plus bas, entre la place 7 et 9, 10% qui les imaginent bien haut entre 1 et 3, personne entre 11 et 12, ou entre 10 et 12 plutôt, parce que c'est ce qu'il fallait mettre, et 3% qui les imagine tout à la fin entre 13 et 15. Et en tout cas, voilà, pour pas mal, cet effectif a déjà atteint son plafond, ne pourra pas aller bien plus haut, et j'ai vu qu'il y en a pas mal qui attendent aussi du Damian Lillard, du Bradley Beal ou du Zach LaVine pour percer. Alors bien sûr, s'ils recrutent ce type de joueurs, forcément ils vont step up les Celtics, mais moi je suis pas forcément d'accord avec ça, sur le fait qu'il y a vraiment besoin de créer que des super teams tout le temps pour gagner. On a un groupe qui est jeune quand même, qui peut, si tout clique, avec un coach comme Udoka, qui peut avoir une belle alchimie, qui peut faire des belles choses à mon avis. Je pense que j'aurais aussi voté entre 4 et 6, mais dire tout de suite que cette équipe manque vraiment d'une autre superstar pour aller très loin, je suis pas forcément d'accord quand je vois le niveau que peuvent atteindre déjà Tatum et Brown. Ok, prochaine équipe qui arrive dans l'ordre alphabétique, ce sont les Brooklyn Nets, avec une question de Le Chamik, qui me demande si les Nets ont vraiment des faiblesses. Donc déjà, ce qu'il faut noter, moi je pense, si on parle des Brooklyn Nets, c'est qu'ils ont fait une belle intersaison en recrutant pas mal de vétérans qui sont pleins de talent. Il y a LaMarcus Aldridge qui fait son retour après sa retraite, qui en fait n'en était pas une, car tant mieux pour lui, sa santé s'est améliorée. Il y a aussi Patty Mills qui est arrivé, il y a aussi Paul Millsap, et tout ça en termes d'XP et en termes d'alchimie, et puis de leadership, ça fait clairement step up l'effectif, je pense, et ça donne clairement à Brooklyn un visage de champion. Quand je regarde cette équipe, de toute façon c'était déjà le cas l'année dernière, et donc encore plus cette année, il y a vraiment de quoi s'enflammer. Par contre, c'est quand même âgé tout ça. En tout cas, les recrues, c'est âgé. Et encore plus quand on ajoute un Blake Griffin qui est arrivé en cours d'année dernière. On parle beaucoup de l'âge des Lakers, on parle moins de celui des Nets, mais toutes les recrues des Nets, quand même, elles ont un certain âge. Donc bon, c'est moins flagrant que du côté des Lakers, je m'en rends compte quand je le dis, parce qu'on a un trio Irving, Harden, Durant, qui est moins âgé qu'un LeBron par exemple, ou qu'un Westbrook. On a un Irving qui doit avoir 29 ans, un Harden 32, un Durant 33. Donc finalement, c'est vrai que les trois sont dans la force de l'âge, contrairement à un LeBron qui a 37 ans, même si LeBron c'est un Golgoth et on a l'impression que l'âge ne lui fera jamais, ne l'handicapera jamais. Donc l'âge, non, c'est pas une vraie faiblesse si je dois répondre à cette question. Quand j'y réfléchis, je dirais que finalement la faille c'est peut-être la même que l'an dernier, c'est la protection de cercle. Blake Griffin, LaMarcus Aldridge et Paul Millsap, ils ont de l'expérience, mais ce sont pas des défenseurs élites, même s'ils connaissent un petit peu le minimum. Et surtout, ils ont plus assez d'explosivité pour être de gros contreurs, à mon avis. Donc si on fait le bilan dans cet effectif, les meilleurs rim protectors, c'est peut-être Kevin Durant, faut pas oublier que c'était lui qui était le meilleur contreur des playoffs des Nets l'année dernière, et Nicolas Claxton, même si Nicolas Claxton, j'en avais parlé, c'est un joueur que j'aime beaucoup, j'attends beaucoup de lui cette saison, parce que ça peut être le seul justement à avoir ce profil de contreur et dream runner dans l'effectif. Maintenant voilà, comme je disais, son profil peut être intéressant dans la NBA moderne, j'aimerais qu'il ait des responsabilités grâce à ce profil, mais il est quand même encore tendre. Donc cette faiblesse de la rim protection, pour moi, elle est toujours là. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour ne pas faire d'eux des favoris dans la conférence Est et même dans la NBA? Je ne pense pas, ça ira. L'an dernier, avec cette faiblesse-là, avec des blessures, avec un effectif moins complet, c'est passé à un petit orteil des finales de conférence,
et peut-être même du coup à un petit orteil du titre. Donc cette faiblesse existe, elle n'a pas forcément été corrigée, mais je m'en fais quand même toujours pas pour les Brooklyn Nets en vue de cette saison qui arrive là. 12 seconds later. Ok, donc ces Nets, vous êtes 94%, et c'est pas étonnant, allez voir se classer entre la place 1 et 3. Par contre, 3% qui les voient entre 4 et 6, et 3% de trolls qui les voient entre 13 et 15. Donc pourquoi pas. En tout cas, vous m'avez fait rire dans le chat en me disant que pour vous, la faiblesse principale, c'était le vaccin de Kyrie Irving, et j'entends très bien ce que vous voulez dire. Vous me dites aussi que c'est les blessures de temps en temps. Maintenant, je m'en fais pas trop non plus. Même si Kyrie devait pas se faire vacciner, même s'il devait continuer à y avoir des blessures, l'année dernière a montré que même avec beaucoup d'absences, même avec beaucoup de blessures, même avec beaucoup de matchs manqués, on a des Nets qui ont fini deuxième à l'Est, et qui sont passés, comme je l'ai dit, à un orteil de la finale de conférence. Donc même malgré tout ça, je pense que ça suffira pas pour les faire trop chuter dans les classements, et je comprends tout à fait la majorité de ces votes qui sont entre 1 et 3 pour les Brooklyn Nets. Ok, on passe à cette question 3 qui concerne les Hornets et qui vient de Quickly le GOAT de Discord, qui à mon avis doit être fan des Knicks, même si sa question qui a été sélectionnée est pour les Hornets. Et sa question c'est: est-ce que les jeunes sont assez talentueux, ça veut pas dire grand chose, pour viser haut dans le futur. Donc si on parle de jeunesse pure et dure à Charlotte, moi là il y a 3 jeunes qui me hype vraiment là quand j'y pense. Il y a LaMelo Ball, il y a PJ Washington et il y a Miles Bridges. Après on pourrait ajouter Kai Jones, mais je pense que c'est trop tôt, il a pas encore joué un match en NBA, donc je veux pas m'enflammer avant de voir ce que ça donne quand même sur un terrain dans la grande ligue. Parmi eux, tous ceux que j'ai cités, le seul qui je pense peut potentiellement avoir un futur de superstar, c'est LaMelo Ball. Il a un vrai talent, je trouve, c'est un super playmaker qui a montré de vrais progrès au shoot, en tout cas de vraies confirmations, alors que c'était censé être un de ses points faibles. C'est un shooter qui est fiable, mine de rien, au moins fiable, qui est un joueur rapide, qui est dynamique, qui est funky à voir jouer, qui fait des passes spectaculaires et qui s'adapte parfaitement au tempo de la NBA. Donc vraiment, il m'a épaté sur sa saison rookie, et je dis pas que ça va devenir une superstar, mais lui, il en a le potentiel. En tout cas, le potentiel All-Star. Les autres à côté, je les trouve bons, PJ Washington et Miles Bridges, mais je pense pas qu'un jour, alors peut-être que je me trompe, mais je pense pas qu'un jour ils finissent All-Star. Donc si je réponds vraiment à la question et qu'on prend que les jeunes, je pense que c'est insuffisant pour imaginer les Hornets aller loin dans le futur, avec un seul potentiel All-Star et d'autres qui pourraient être au mieux de bons role-players. Par contre, c'est une erreur, je pense, si on veut parler des Hornets, de ne considérer que les jeunes, parce que autour il y a quand même des joueurs de qualité. On a un Terry Rozier qui sort peut-être d'une de ses meilleures saisons en carrière, même sûrement de sa meilleure saison en carrière. J'ai trouvé très sous-coté par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière, et j'ai trouvé très adroit à 3 points, et beaucoup moins croqueur que ce que je l'avais vu avant. On a un Gordon Hayward, malheureusement il s'est blessé, mais avant de se blesser, on avait retrouvé un petit peu un Gordon Hayward en mode Utah, et ça j'ai vraiment kiffé. On a aussi un Kelly Oubre qui arrive, qui va être revanchard je pense, parce qu'il a été très critiqué l'année dernière à Golden State, mais je pense que c'est aussi qu'il n'a pas été utilisé dans un bon dispositif, ou en tout cas dans un dispositif dans lequel il était à l'aise par Steve Kerr, parce qu'il pouvait très peu créer, et était surtout utilisé en catch and shoot, surtout qu'en plus de ça il était en difficulté avec son shoot, donc rien n'allait pour Kelly Oubre. Là je pense que à Charlotte il peut avoir d'autres responsabilités et arriver un petit peu le couteau entre les dents, et puis quand je repense à Oubre, je suis toujours très hypé par ce qu'il avait fait il y a 2 ans avec les Suns. Ok, les jeunes ça suffira peut-être pas pour aller haut, mais si on met tout le groupe ensemble, je trouve que c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce que c'est viser haut exactement? Donc ça dépend. Si c'est viser un titre avec cet effectif-là, clairement, en l'état, je dis non. Par contre, c'est une équipe qui peut être intéressante si tout clique vraiment, parce que je la trouve bien construite, avec des joueurs complémentaires. Alors si aller haut, c'est accrocher un play-in cette saison peut-être et progresser d'année en année, je pense que ce roster en est capable. Et que après, pourquoi pas, si dans le futur on imagine quelques recrutements bien sentis, pourquoi pas viser haut? Ça dépend. Si viser haut c'est passer des tours, ouais, ils peuvent le faire. Si c'est gagner un titre, je suis pas sûr. En tout cas, les bases me plaisent, et voilà, vraiment ça dépendra de la définition de viser haut, mais moi j'aime bien cette équipe de Charlotte. Si tout le monde reste en bonne santé, je pense que ça peut faire mieux que l'année dernière en tout cas, et peut-être progresser d'année en année. Et ça, ce sera je pense déjà une belle chose pour ces Hornets. Ok, bilan pour les Hornets, comment vous les voyez classés? Là, il y a 2 égalités, vous êtes 44% à les voir entre 7 et 9, et 44% à les voir entre 10 et 12. Et je vous avoue que c'est à peu près par là que je les aurais vus. J'aurais peut-être plus mis 10-12, mais 7-9, pourquoi pas, si tout clique, ça peut finir dans ces eaux-là. Vous êtes quand même 9% à les voir entre 4 et 6, et ça c'est intéressant, et 3%, parce qu'il y en a toujours qui les voient tout au fond, 3% à les voir entre 13 et 15. Personne ne les voit entre 1 et 3, et là c'est vrai que ce serait sûrement un peu trop les surcotés. Quoi qu'il en soit, j'ai bien aimé vos réponses,
réponse dans le chat, je me rends compte que j'ai même pas parlé de James Bouknight quand j'ai évoqué les jeunes, et oui, je l'ai oublié, alors que c'est un joueur que j'adore, un arrière-scoreur, en plus comme je les aime, qui peut vraiment prendre feu, n'empêche que je veux pas non plus trop m'enflammer, c'est un peu comme Kai Jones, je veux pas non plus trop m'enflammer le concernant, j'attends de voir s'il peut vraiment s'adapter au rythme de la NBA avant de dire qu'il peut vraiment avoir un gros rôle en NBA dans le futur, mais je pense qu'il en a quand même le potentiel, donc my bad, je n'ai pas parlé de James Bouknight. Par contre, voilà, ce que je disais, c'est que, enfin, ce que je lisais en tout cas, et je suis assez d'accord avec ça, c'est que le plafond des Hornets va beaucoup dépendre du plafond de LaMelo Ball. Est-ce qu'il va pouvoir devenir cette superstar? Il en a les capacités, mais on sait, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu les capacités de devenir des méga joueurs et qui n'y sont pas arrivés, et beaucoup de choses dépendront de ça. En tout cas, ils ont un effectif qui est assez hypant, et qui, je pense, dans le pire des cas, sera au moins très très fun à voir jouer. Donc on verra en fonction de ce sondage, à la fin de ce live, combien ils arrivent selon vous au sein de la conférence Est. Donc la prochaine question, c'est pour les Chicago Bulls, c'est une question qui vient de Bloodor du Discord, qui demande si autant de changements à Chicago peuvent porter leurs fruits dès la première année. Et j'avoue que ça a bougé à Chicago, On a Vucevic déjà qui est arrivé en fin de saison dernière, que je considère du coup toujours comme un joueur assez nouveau. On a Lonzo Ball, DeMar DeRozan et Caruso notamment qui sont arrivés cet été. Et ça en fait quand même pas mal des joueurs qui devront s'adapter et prendre leur marque. Et puis on a aussi un Zach LaVine qui sort de sa meilleure saison en carrière et qui a été All-Star, c'est la même chose. Lui aussi va devoir s'adapter aux autres. Donc c'est normal qu'en termes d'alchimie et de cohésion, je pense qu'on puisse avoir des doutes. Et je comprends tout à fait cette question. N'empêche que sur le papier, il y a encore une fois un roster qui me plaît. C'est pour ça, ce que je disais, il y a pas mal d'équipes dans cette conférence Est qui, si tout clip, qui peuvent créer une bonne surprise et peuvent aller loin. Parce qu'on a une conférence Est qui est beaucoup plus homogène et beaucoup plus dense qu'avant, et tout ça, ça me hype. En tout cas, c'est sûr que quand on imagine cette équipe de Chicago, on se dit que ça peut prendre du temps pour développer une vraie alchimie et une vraie cohésion sur le terrain. N'empêche que, si on regarde un petit peu le profil de chaque membre important du roster, et en tout cas dans les arrivées, je suis content, et je trouve que c'est intéressant du côté de Chicago. On va avoir un Lonzo Ball qui sera positionné dans la situation qui lui convient le mieux, c'est-à-dire être un vrai playmaker, qui sera le ball handler numéro 1, et qui devra vraiment lancer les systèmes pour les autres. Tout ça c'est bien. On a un DeMar DeRozan, qui est un joueur super expérimenté, et qui lui a une capacité d'adaptation énorme, qui a énormément aussi augmenté son playmaking et ses passes décisives l'année dernière, et qui peut vraiment, justement, je pense, s'adapter très vite à Chicago. On a un Alex Caruso qui est un guerrier qui fera du bien partout et qui apportera une défense au périmètre, notamment sur les arrières, et du combat, alors que ça manquait à Chicago. Et on a un Vucevic qui, bon, même s'il a des soucis en défense, est un attaquant très talentueux, mais qui, je pense, a besoin de faire sa place et de prendre un petit peu ses marques avant de pouvoir briller comme il faut en attaque. Et là, cette fois-ci, il va pouvoir faire le training camp quand il l'a pas fait l'année dernière. Autour de ça, on a un Billy Donovan. Je sais qu'il est sujet à pas mal de critiques, mais aussi d'autres beaucoup l'adorent. Et en fait, moi, ce que je retiens de Billy Donovan, c'est que pendant toute sa carrière, depuis qu'il est en NBA, il a su montrer que, au moins en saison régulière, il savait tirer le meilleur de ses joueurs. Donc, en vrai, en termes de cohésion, en termes d'alchimie, en termes d'adaptation, je m'en fais pas trop. Je pense que ça devrait fitter assez vite tout ça. Donc j'en avais parlé un peu dans la vidéo que j'avais faite sur les Bulls. On a quand même des profils assez complémentaires et des recrutements réfléchis avec des joueurs intelligents. Cette équipe de Chicago, moi, elle me plaît vraiment. J'ai hâte de les voir à l'œuvre. J'attends beaucoup de Patrick Williams aussi pour sa saison sophomore, tellement ce mec a de potentiel, tellement ce mec a de talent, tellement ce mec a un physique de fou, et puis tellement sa Summer League était très cool. Maintenant, encore une fois, tout dépend, quand je réfléchis à la question, tout dépend de ce que veut dire porter ses fruits. Si ça veut dire viser un titre tout de suite à court terme, non. Non, je pense qu'il faudra beaucoup plus, peut-être même des recrutements, mais en tout cas, il va falloir qu'ils grandissent ensemble cet effectif avant de viser un titre. Maintenant, si ça veut dire aller en play-off, oui, et pourquoi pas au moins faire bonne figure en play-off. Ça, je pense que les Bulls, avec ce roster-là, en sont capables. Ça fait depuis 2017 que Chicago n'a pas fait les play-offs, donc pour moi, porter ses fruits, ce serait au moins retourner en play-off. Je parle pas d'un play-in, je parle de play-off, pour moi c'est l'objectif minimum, et je pense que là, qu'il y ait des changements ou pas, qu'il y ait de l'adaptation ou pas, je ne m'en fais pas. Je pense que malgré tous les recrutements, si porter ses fruits, c'est aller en play-off, vu comment les joueurs sont intelligents et complémentaires et que chacun pourrait être mis dans son rôle par Billy Donovan, oui, ça peut aller en play-off. Si ça c'est la question, je pense que ça peut aller en play-off malgré toutes les arrivées et malgré tous les changements. 1 hour later. Alors, si on fait les bilans concernant les Chicago Bulls, vous êtes 54%, donc une grande majorité, à les voir finir la saison entre la 7ème et la 9ème place. Ensuite, vous êtes 25% à les voir un peu plus haut entre 4 et 6, 13% à les voir plus bas entre 10 et 12, mais par contre, vous êtes 8% à les voir entre 1 et 3, donc plusieurs votes quand même pour les voir au top de la conférence S, ça veut dire que certains y croient. Vous êtes pas mal à me rejoindre sur le fait que les joueurs sont intelligents et complémentaires et que tout ça, ça peut faire du bien. Par contre, vous avez des bémols à donner, notamment
sur la profondeur, sur le banc, là j'en ai un petit peu moins que vous. Bon, de toute façon, tout ça, je vous ramène à ma vidéo YouTube, si vous voulez avoir plus de détails, que j'avais sorti il y a quelques semaines, où j'évoque tout ça de long en large. Et sur Billy Donovan, tous ceux qui les voient moins classés, je pense que c'est leurs bémols principaux. En tout cas, les voir finir entre 7 et 9, je pense que ouais, c'est pas trop mal, mais par contre, c'est peut-être la moyenne basse, selon moi. À mon avis, 7 et 9, c'est un minimum, mais ils ont peut-être les qualités pour finir au-dessus, et on verra, de toute façon, à la fin de ce live, combien ils finissent dans le tableau final. La question qui concerne Cleveland vient de WillGR6 de Twitter, qui me demande si Evan Mobley, Jarrett Allen, Kevin Love et Lauri Markkanen, en gros ça fait pas trop des intérieurs, et il me demande qu'est-ce qu'il faut faire de ces intérieurs. Ben moi je pense que ces intérieurs, eh ben ils vont les faire jouer. Bon, peut-être à part Kevin Love, parce que Kevin Love j'y crois plus vraiment, j'avais encore un infime espoir le concernant, mais quand je vois que il a commencé avec Team USA et que Greg Popovich lui a demandé de rentrer chez lui parce qu'il était hors de forme, j'y crois de moins en moins. Et à mon avis là, Kevin Love, il entame un petit peu sa pré-retraite, il aura pas forcément un rôle sur le terrain, par contre il pourrait avoir un rôle, mine de rien, avec tous ces jeunes, notamment ces jeunes intérieurs, dans le vestiaire ou à l'entraînement, peut-être en tant que mentor, en tant que conseiller, pour apporter son expérience. Et quant aux autres, c'est-à-dire Evan Mobley, Jarrett Allen et Lauri Markkanen, je m'en fais pas trop, parce qu'en fait, je trouve qu'ils ont des profils très différents. On a un Jarrett Allen qui est un protecteur de cercle en mode rim runner, mais qui a pas trop de moves offensivement, qui brille autrement. On a un Markkanen qui est très adroit de loin, et qui peut être un très bon stretch fort, capable d'écarter le jeu, et prendre plus ou moins le rôle qu'aurait eu Kevin Love s'il était au top de sa forme. Et on a un Evan Mobley, qui est un rookie, qui va avoir besoin de se développer, c'est sûr, mais qui lui est un gros défenseur différent de Jarrett Allen, parce que lui est très mobile, il peut beaucoup switcher, et qui est beaucoup plus polyvalent en attaque aussi. Donc en fait, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et que ces profils, ils vont vraiment être différents et complémentaires. On a un Bickerstaff qui va pouvoir s'amuser, et faire rentrer l'un ou l'autre en fonction des match-up, des besoins, et des équipes qui seront affrontées. Ça apporte en fait tout plein de solutions dans la raquette, ces profils différents. Et pour moi, c'est pas du tout un problème, en fait, j'aime bien même plutôt, je trouve que c'est une vraie force, et je m'en fais pas pour eux, chacun aura son rôle dans les trois, chacun pourra briller à sa façon. Je le lis partout, je l'ai lu à beaucoup d'endroits, que Cleveland avait beaucoup trop d'intérieurs, mais je le répète, pour moi, c'est pas un souci vu les profils de ces intérieurs. Et puis si on réfléchit de façon un peu plus pragmatique, ça va quand même être les trois intérieurs qui vont le plus jouer sur les postes 4 et 5. Il y aura quand même quelques minutes pour les autres, mais mine de rien, sur les postes 4 et 5, il y a 96 minutes par match à jouer. Et si tu divises ça en 3 pour 3 joueurs, ça fait plus de 30 minutes chacun. Alors bien sûr, il y aura un peu de temps de jeu pour les autres, mais tous peuvent jouer 25-30 minutes, et ça suffit. Surtout que Mobley, peut-être qu'il jouera un petit peu moins que les autres, parce qu'il lui faudra du temps pour s'adapter à la NBA et s'approprier un petit peu le rythme. Donc il faut aussi lui laisser le temps de se développer, et aussi de faire des erreurs. Mais pour moi, la profondeur intérieure sera pas un souci à son développement, parce que Bickerstaff saura le faire rentrer quand il faut, le faire sortir quand il faut. Il y aura d'autres personnes d'autres intérieurs pour le remplacer, qui apporteront des choses différentes. Pour moi, en fait, c'est même plutôt une force. C'est pas du tout un problème, comme je lis à pas mal d'endroits. Et pour moi, je vois pas du tout de raison de faire de trades, comme je lis aussi à pas mal d'endroits. Donc ouais, tant que Mobley peut apporter sa touche aussi à lui, parce que personne d'autre possède ça dans la raquette des Cavs, je trouve ça bien. Et puis la même chose finalement pour Allen et Markkanen. Ils ont des profils tous les trois très uniques. Pour répondre à ces questions, que faire de tous ces intérieurs, mis à part Kevin Love, il faut juste les faire jouer, je pense, au mieux, et les faire jouer quand il faut, où il faut, les faire aussi sortir quand il faut, en fonction des adversaires, pour tirer le meilleur de chacun d'eux. Later. Vous êtes une majorité, 50%, allez voir tout au fond du classement, entre la 13e et la 15e place, et ensuite 35%, allez voir entre 10 et 12. On a quand même 4% qui les voient entre 1 et 3, et 4% qui les voient entre 4 et 6, 8% entre 7 et 9. Donc ouais, il y a quelques irréductibles qui voient les Hawks très bien placés, les Cavs, très bien placés. On doit avoir un fan des Cavs qui les voit au top de la conférence Est. Je dis pas qu'il est pas objectif, chacun sa sensibilité pour ça, mais ouais, je le répète, une grande majorité à aller voir en fin de classement. Et quand je lisais un petit peu vos réponses par rapport à la question du jour, vous disiez que Kevin Love, il fallait absolument le transférer. Je suis assez d'accord, vu comment son contrat tire l'équipe vers le bas un petit peu et bouche un petit peu les finances, sauf que ce sera pas du tout facile de le transférer, parce que qui va vouloir de Kevin Love, sachant que même Team USA qui a essayé n'en a pas voulu. Donc pour le transférer, va falloir lâcher quelques pics de draft, je pense, et ça c'est peut-être pas une bonne idée du côté de Cleveland, qui doit quand même construire autour de jeunes, de lâcher des pics de draft pour envoyer Kevin Love ailleurs. Donc voilà, j'ai lu aussi que certains s'inquiétaient du fait que
que Kevin Love et Markkanen aient le même profil, mais ça je me dis peu importe, parce que à mon sens, Kevin Love c'est pas prévu qu'il joue beaucoup à Cleveland, et je pense que sa retraite n'est pas si loin finalement, donc on verra ce que ça dit, mais moi je le répète, oui je suis assez d'accord sur le fait que les Cavs trop c'est compliqué à imaginer, par contre je pense que non, il n'y a pas trop d'intérieur, parce que finalement Love aura peut-être plus un rôle à l'entraînement et dans le vestiaire. Alors, ok, on passe aux Pistons. La question vient de 3T-Monde de Twitter, qui demande si il faut tanker pour développer les jeunes, ou trouver plutôt un mélange entre les jeunes et les anciens. Donc je crois que je l'ai déjà dit pas mal depuis le début de ce live, moi j'ai rarement trouvé la conférence Est aussi dense, donc si on est lucide, Détroit a aucune chance d'aller en playoff, ou quand même très très peu, alors aucune chance je suis sévère, mais très 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 peu. Par contre ouais, ce qui est sûr c'est qu'il y a plein de jeunes cool dans l'effectif, il y a Cade Cunningham, il y a Saddiq Bey, il y a Isaiah Stewart, il y a Killian Hayes aussi, le français, donc eux moi je pense qu'il faut les faire jouer absolument au maximum, tous ces joueurs au maximum, quitte à sacrifier des wins, je suis d'accord avec ça. Par contre, je ne veux pas non plus parler de tanking absolu, parce que quand une équipe ne fait que perdre, c'est pas forcément bon pour le développement des jeunes, et voilà pourquoi aussi, même quand on a une équipe jeune, je suis plutôt contre le tanking, mais par contre, faire jouer ces jeunes au max pour les développer, oui, je suis d'accord, là il faut essayer de voir qui est un futur All-Star, qui est potentiellement une future superstar, peut-être Cade Cunningham, et qui n'en est pas, pour envisager au mieux l'avenir de l'équipe, en transférant ceux qui n'auront pas leur place, et en capitalisant au max sur ceux qui montreront du talent. Tous, je pense, il faut leur donner au maximum l'opportunité de montrer qui ils sont et de montrer quels joueurs ils peuvent être pour l'avenir. Pour finir là-dessus, je trouverais même très dommage que leur développement soit bloqué par des anciens. Par contre, je pense qu'il faut, comme je disais, aussi choper quelques wins. Donc attention, je dis qu'il faut les développer, ces jeunes, mais je dis pas que je veux pas que Jerami Grant joue, je dis pas que je veux pas que Kelly Olynyk joue, je pense que ces deux-là, il faut qu'ils aient un rôle, ils sont expérimentés tous les deux, et je pense qu'ils doivent avoir des minutes, pas forcément pour chercher à gagner des matchs, c'est pour ça que je parle pas non plus de tanking, mais je pense pas qu'il faille viser trop, et s'il faut les faire jouer, c'est surtout à mon avis pour développer un fond de jeu, parce que si tu veux développer les jeunes, il faut les développer dans une équipe qui joue un minimum au basket, tu peux pas les faire jouer dans une équipe totalement déconstruite, et s'il y a trop de jeunes, c'est quand même un peu le risque. Donc voilà, ces joueurs comme Jerami Grant et Kelly Olynyk, je pense qu'il faut un petit peu faire les deux, je pense, dans cette question, j'ai du mal à y répondre. Il faut faire un mix jeunes-anciens pour développer les jeunes au mieux, je pense. Donc je veux pas parler de tanking, mais c'est ça. Pour moi, il faut donner un rôle aux anciens, mais toujours pour poursuivre l'objectif principal, qui est de développer les jeunes et essayer de construire une équipe intéressante dans le futur, en trouvant qui pourra fonctionner dans cette équipe et qui ne pourra pas fonctionner. 20 minutes later. Ok, donc concernant les Pistons, la grande majorité, c'est-à-dire 71%, les voient classés tout à la fin, entre la 13e et la 15e place, 24% entre 10 et 12, et il y a quand même 5% qui les voient, personne ne les voit plus haut classés plus haut que ça, qui les voient entre la 7e et la 9e place. Vous êtes pas mal, j'ai vu, à vouloir transférer Jerami Grant pour pouvoir vraiment tanker à fond, c'est là où je vous rejoins pas, de toute façon vous l'avez compris dans mon petit laïus, pour moi un mec comme Jerami Grant est important pour justement développer une sorte de winning spirit, pour permettre d'avoir un fond de jeu et pour permettre aux jeunes de mieux se développer. Donc moi, Jerami Grant, je le garderai. C'est vrai qu'on n'a même pas parlé de Luka Garza parmi les jeunes qui a fait une super saison universitaire et qui a montré encore de belles choses en Summer League, qui peut, je pense, s'il arrive à se faire au jeu de la NBA, parce que c'est quand même pas le pivot le plus rapide du monde, donc s'il arrive à se faire au jeu de la NBA, avoir une vraie place aussi chez ces Pistons. Vous n'êtes pas hyper optimiste concernant Détroit, et je peux le comprendre, parce que c'est pas une équipe qui va viser les playoffs, mais par contre, je vois qu'il y en a pas mal qui prônent le tanking, qui prônent vraiment de transférer du Jerami Grant pour avoir un maximum de jeunes et faire une sorte de OKC à Détroit. Moi, je suis pas aussi extrême que vous, mais je peux quand même comprendre ce que vous voulez dire. Alors, concernant Indiana, on a une question de Hugo 92 67 54 07 en provenance de Twitter. Et sa question, elle est simple, c'est peuvent-ils... Ah, petite faute de frappe de la part de Maxime dans les visuels, peuvent-ils faire mieux que l'an dernier ? Je pense que oui, ils peuvent faire mieux que l'an dernier. En tout cas, ils visent clairement mieux. Quand on a des gars dans l'effectif comme Malcolm Brogdon, comme Domantas Sabonis, comme Miles Turner ou comme Caris LeVert, tu vises forcément les playoffs. Et Indiana doit clairement relever la tête après une saison décevante, voire même 2 saisons assez décevantes. Ils doivent montrer, c'est peut-être une des dernières chances, de montrer que cet effectif-là, avec ces cadres-là, peut fonctionner ensemble. Ça fait 2-3 ans, on va pas le cacher, que ça stagne là et que ça tire même plutôt vers le bas. Et c'est vrai que quand on regarde l'effectif,
ça fait pas rêver parce qu'il y a eu aucun changement révolutionnaire. Donc si on se base sur l'année dernière, il n'y a pas vraiment de quoi être optimiste, surtout que la blessure de TJ Warren ne semble pas guérie. Levert, je crois beaucoup en lui, mais je suis inquiet parce qu'on vient de lui annoncer une fracture de fatigue au dos, donc certains disent qu'il sera là pour le début de la saison, mais j'aime pas trop le fait qu'il manque le training camp, et une fracture de fatigue, notamment au dos, on sait pas trop combien de temps ça peut mettre à se rétablir, donc tout ça, ça fait vraiment peur, hein. On va pas le cacher, franchement, je suis pas, quand j'entends ça, je suis pas forcément optimiste, donc je comprends vraiment qu'on ait des doutes, clairement, et moi-même, je mentirais si je disais que j'en avais aucun. N'empêche qu'il y a une raison qui me permet d'être optimiste, malgré le peu de changements dans cet effectif, elle est simple, c'est Rick Carlisle. C'est le 3e coach en 3 ans à Indiana qui prend la relève de Nate McMillan puis de Nate Bjorkgren. Il n'y a aucune stabilité là au coaching, ça change très vite, le turnover se fait vite, et il faut dire que c'est très bien que Bjorkgren ne soit pas resté plus d'1 an, parce que ça a été un gros fail, visiblement sa personnalité a été détestée, le mec il a un côté dictateur qui parle mal aux joueurs, c'est bien qu'il soit pas resté, et ça peut aussi expliquer le fait que Indiana ait déçu la saison dernière. Donc je me dis que pourquoi pas laisser encore une chance à cet effectif qui mine de rien a du talent, hein, quand on regarde les pièces du roster une par une. Et la solution, ouais, c'est peut-être pas de tout exploser, c'est peut-être juste de trouver un coach leader qui redonnera une identité à l'équipe. Ça s'est vu à Atlanta avec Nate McMillan d'ailleurs, ironie du sort vu qu'il était à Indiana avant. Et je pense que Carlisle c'est un très bon choix. Il a toutes les clés, je pense, pour tirer le meilleur de son effectif. J'en ai aussi parlé lui dans ma vidéo sur les nouveaux coachs qui arrivent, enfin dans une nouvelle équipe en NBA. Et je pense que au vu de ce qu'il a su montrer au début des années 2000 à Indiana et à Détroit d'ailleurs, il peut vraiment faire de cette équipe une équipe de battants. On parle de Carlisle surtout comme un coach offensif, mais c'est surtout qu'il n'a pas eu le choix à Dallas avec des joueurs comme Nowitzki et Luka Doncic qui sont très portés sur l'attaque. Mais en retrouvant des joueurs comme ça, je pense qu'il peut peut-être essayer de faire quelque chose si la santé veut bien être au rendez-vous, mais je pense que lui peut vraiment pousser cette équipe vers le haut. Donc même sans gros renfort, je le répète, hein, si Caris Levert n'est pas trop blessé gravement, je pense que l'équipe sera meilleure. Maintenant, garantir les playoffs, je sais pas, il y a trop d'incertitudes pour ça. L'Est est dense aussi, comme on a dit, mais il faut être conscient que, ouais, ils peuvent faire mieux que l'année dernière. Je sais pas s'ils vont y arriver, ils peuvent le faire, ils ont les capacités pour, ça me permet de répondre à cette question. Et pour conclure, je pense que si ils échouent et s'ils ne vont pas en playoffs, ce sera un échec et il sera peut-être temps cette fois-ci de restructurer l'effectif. Several bad puns later. Alors, le bilan concernant Indiana, vous êtes 75% à les voir finir entre la 7e et la 9e place. Donc ça veut dire que vous pensez globalement qu'ils peuvent faire au moins aussi bien, voire mieux que l'an dernier, si vous voulez répondre à la question qui a été posée par Hugo. Vous êtes 25% à les voir entre la 10e et la 12e place, et les autres places n'ont eu aucun vote. Donc pour tout le monde, Indiana sera entre 7 et 12. Pour la majorité, ils feront au moins aussi bien, voire un peu mieux. Et de toute façon, là, de ce que je lisais dans le chat, pour beaucoup, c'est surtout qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chance l'année dernière, notamment au niveau des blessures. Vous espérez, et moi aussi, que justement au niveau des blessures ça se passe mieux. Vous croyez aussi en Rick Carlisle, et c'est pour ça que vous pensez que ça peut faire mieux. Par contre, il y a pas mal de doutes sur la défense de gars comme Domantas Sabonis, je lisais, Caris Levert ou TJ Warren, même si TJ Warren pour l'instant on sait pas du tout quand il reviendra. Personne ne les voit vraiment très très haut, personne ne les voit non plus très très bas, donc j'ai peur qu'ils se retrouvent un petit peu dans le ventre mou, en tout cas c'est ce que vous avez l'air de penser, et on sait que le ventre mou dans le basket, et notamment en NBA, c'est pas du tout la meilleure place possible, tant ça te perturbe pour l'avenir, on l'a vu à Orlando. Donc on verra combien se situe Indiana dans le classement final, et vous êtes aussi beaucoup à penser comme moi que si ça ne fonctionne pas cette année, cet effectif, faudra peut-être le reconstruire. Allez, la question pour Miami vient elle aussi de Twitter, pour quelqu'un qui a l'air guerrier dans son pseudo, vu que cette question vient de Base Militaire. Base Militaire, tu me demandes si le trio Butler-Adebayo-Laurie fonctionnera rapidement. Et moi j'ai envie de dire que oui, ce trio me hype encore une fois, c'est un petit peu les mêmes raisons que pour les Bulls. On a des joueurs intelligents, et là vraiment des gros guerriers qui défendent tous très très dur, mais qui peuvent aussi tous les trois porter la balle. Faut pas oublier que Bam Adebayo peut porter la balle et créer. Et tout ça, je trouve que c'est bien, il y a toutes les qualités que demande la NBA moderne, le hit basketball, et c'est très complémentaire, et ça peut créer du danger. Surtout qu'on a un Kyle Lowry et un Jimmy Butler qui ont énormément d'XP, on a un Bam qui a progressé chaque année, et en plus de ça, autour d'eux, il y aura un Eric Spoelstra pour les driver. Donc ceux qui me suivent savent à quel point je respecte le génie du coaching de Eric Spoelstra, qui n'a jamais été coach of the year, et j'aimerais bien que cette année il puisse le remporter enfin, ce trophée, même si ce sera pas facile. En tout cas, dans cette équipe, je trouve qu'on a tellement de joueurs prêts à se sacrifier
qualifiés pour la win, que je pense que ça peut cliquer très très vite. Puis ils sont dans un environnement qui favorise tout ça encore plus à Miami. En fait, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est le manque de shoot de ces trois gars, de Adebayo, de Laurie et de Butler. Et c'est un peu ce qui a condamné déjà le Heat en playoff l'année dernière, quand Milwaukee a fermé la raquette et les a mis en difficulté. Heureusement, autour d'eux, on va avoir du Duncan Robinson, du Tyler Herro, et aussi deux recrues qui vont être très importantes, je pense, PJ Tucker et Marcus Morris. Tous peuvent clairement artiller de loin et espacer le jeu, et du coup, je vais pas le cacher, Miami, j'en attends beaucoup. Et comme je viens de dire, Tucker et Morris, ils vont compenser une faiblesse qui était importante l'année dernière au poste 4, et je pense que leur arrivée peut faire beaucoup de bien à cet effectif de Miami. Pour moi, en fait, l'échec de l'an dernier, il est venu de deux trucs. D'abord, cette faiblesse au poste 4, mais aussi la pandémie. Le Heat, c'est une des équipes qui a été les plus touchées par le Covid. Ils ont eu énormément d'absences, ils ont eu pas mal de matchs repoussés. Ça a été très 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 dur pour eux de trouver un vrai rythme, très 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 dur pour eux de retrouver la synergie de 2020 dans ces conditions. Et là, 2021-2022, cette saison, toutes les conditions semblent réunies pour que ce tempo, pour que cette alchimie, cette cohésion et cette motivation puissent être retrouvées. Et tout ça, ça me plaît. Alors oui, je me dis que vu comment il est entouré, ce trio, il sera entouré différemment, j'aurais peut-être pas cet avis-là, mais vu comment il est entouré ce trio et vu le caractère et le mental de ces trois gars, ouais, je pense que ça peut fonctionner rapidement pour répondre à la question de base militaire. Later that same evening. Ok, bilan pour Miami, le sondage, vous êtes 48% à les voir terminer entre 4 et 6 et 39% à les voir terminer 1 et 3. Ensuite, les plus pessimistes, 13% les voient entre 7 et 9. Donc le bilan, c'est que quand même, vous les voyez haut classés. Selon vous, ça peut être entre 1 et 6, donc ça c'est assez large, mais quand je vois 39% entre 1 et 3, ça veut dire que vous attendez beaucoup de ce hit. Et voilà, faut dire que vous avez rejoint un petit peu mes arguments. Le côté, c'est des joueurs intelligents, c'est des guerriers, c'est des mecs qui vont se battre un petit peu partout. J'ai vu qu'il y avait quelques doutes sur Markieff Morris, et c'est vrai qu'il a pas non plus... Il peut être sur courant alternatif, mais ça me va, parce qu'il sera pas forcément titulaire, et qu'il y a aussi PJ Tucker au poste 4. Donc Markieff Morris tout seul, je me serais posé des questions, mais les deux ensemble, pour moi, ça peut aller. Et ouais, j'aurais sûrement voté entre 1 et 3 ou 4 et 6. J'aurais peut-être voté entre 1 et 3, moi j'aurais peut-être voté... De toute façon, pour moi, ça va se jouer entre la 3e et la 4e place, j'aurais dit comme ça. Je les vois derrière les Bucks et les Nets, mais ils peuvent être l'équipe qui vient juste après, je pense. Tellement, après, je suis peut-être pas objectif, mais j'aime tellement ce côté hit basketball, et j'aime tellement ce côté, cette culture de la guerre et du combat, que j'en attends beaucoup du hit cette année, moi, personnellement. La question suivante concerne les champions en titre et vient de Marcus Morris. Bon, ça s'écrit pas pareil que le frère de Markieff Morris dont on vient de parler. Mais elle vient de Marcus Morris et elle est simple en fait, elle va droit au but. Est-ce que les Bucks sont les favoris à l'Est? Et là, on va essayer de parler de façon pragmatique. Selon les parieurs de Las Vegas, non, les Bucks ne sont pas favoris à l'Est. Les favoris à l'Est, ce sont les Nets. Et je peux comprendre, Si je devais vraiment parier entre les deux, peut-être que je mettrais plus ma pièce sur les Nets. On en a parlé plus tôt, de toute façon, quand on étudiait la franchise de Brooklyn, il s'en est fallu de très très peu pour que les Nets passent le deuxième tour, ça s'est joué à un orteil près, alors qu'à Brooklyn, en plus, on avait vécu une saison difficile, avec beaucoup de blessures, avec un vrai manque d'alchimie pour le trio qui avait peu de vécu collectif, avec Blake Griffin aussi qui est arrivé et qui a dû s'adapter, avec la retraite de Aldridge qui finalement est revenu, enfin ça a été très chaotique, et là, en plus de ça, si on imagine que tout va revenir, et avec le recrutement qu'ont fait les Nets, on peut penser que ce soit normal qu'ils soient favoris, à condition que la situation de Kyrie ne crée pas un nouveau chaos. Mais stop, en fait, on est en train de parler des Bucks, et je fais que parler des Nets. Et si on fait le bilan sur les Bucks et de leur intersaison, eux, ils ont perdu PJ Tucker, déjà. Justement, on en parlait juste avant à Miami. Et perdre PJ Tucker, ça peut piquer. Et là, si je me trompe pas, les principales recrues, c'est Grayson Allen et George Hill. Et c'est intéressant, mais ça fait pas rêver autant que les recrues du côté des Nets, même si les recrues du côté des Nets ont un certain âge. Donc non, on revient aux parieurs de Las Vegas, et non, ils sont pas favoris à l'Est. Maintenant, attention, parce que les Bucks adorent ce statut d'outsider, Giannis adore ce statut d'outsider, je vois bien justement encore plus fort que l'année dernière pour bien montrer qui est le patron. Vous connaissez le dicton, c'est Rudy Tomjanovic qui disait ça, il faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion, donc faudra
faudra pas du tout sous-estimer ce que peut donner Milwaukee sur le terrain, et notamment en playoff. Donc ok, les Nets favoris, mais les Bucks poussent très très fort derrière. Vu le niveau qui a été atteint dans la série entre les deux teams l'an dernier, qui était pour moi la meilleure série de tous les playoffs, j'attends qu'une chose, c'est un rematch, une revanche de la part des Nets, et beaucoup d'intensité. Et je pense que sur cette match, ce sera juste du 50-50, avec Milwaukee qui vient juste d'être champion, avec des Nets qui vont arriver au taquet. Ça va être beau, ça va être magnifique. Donc voilà, moi j'attends vraiment que ça. Allez, 51-49 pour les Nets, si tout va bien, que la santé va bien, que Kyrie peut jouer les matchs à domicile. 51-49 pour les Nets, ça me va. Quoi qu'il en soit, moi j'adorerais revoir cette affiche en finale de conf, et si ça m'apporte autant de plaisir cette série que l'année dernière, en vrai je m'en foutrais de savoir qui à la base est favori, pour qui les parieurs de Las Vegas vont mettre leurs billets. Moi ce que je veux, c'est une série énorme avec autant d'intensité et avec un niveau de jeu qui atteint des sommets comme l'année dernière. Et ce que je vois, c'est que Bucks et Nets sont les deux équipes à l'Est qui, je pense, peuvent atteindre ce niveau de jeu exceptionnel dans une série de playoffs. 1 minute 37 seconds later. Ok, chose incroyable concernant les Bucks, vous êtes, et il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont voté, vous êtes 100% à penser qu'ils vont finir entre la place 1 et 3. C'est que je pense aussi que cette équipe a moins de haters que les Nets, parce qu'il y a pas mal de trolls, enfin il y a quelques trolls je pense qui ont voté contre les Nets. Donc selon vous, de toute façon, a priori, ces Bucks seront favoris par rapport aux Nets. Donc vous allez à l'encontre des parieurs de Vegas. Et voilà, après j'ai vu qu'il y en avait qui les voyaient entre 1 et 3, mais plutôt à la 3e place, parce que la perte de PJ Tucker allait faire mal. Et c'est vrai qu'elle peut faire mal, cette perte de PJ Tucker, mais je pense que ça va être contrebalancé par le fait qu'ils, ça y est, ils ont plus la pression de devoir devenir champion. Giannis a réussi à avoir son titre, son objectif est rempli, et maintenant il peut presque jouer libéré de ça. Et comme je disais, quand t'es champion, t'arrives dans une dynamique, c'est très dur de confirmer, mais t'arrives quand même dans une dynamique de confiance absolue qui peut vraiment pousser encore les Bucks vers le haut, avec un Antetokounmpo qui peut encore arriver plus fort, ça fait peur. Et pour moi, la perte de PJ Tucker peut être contrebalancée par ça, et bien entendu que moi aussi j'aurais voté entre 1 et 3, clairement. Alors pour les Knicks, une question de Nicolas Francisco qui nous vient de Facebook, qui me demande si les Knicks peuvent dépasser le premier tour en playoff. Encore une fois, et ça m'arrange bien, la question c'est peuvent-ils le faire et non pas vont-ils le faire. C'est un peu comme les Hawks quand on me demandait s'ils pouvaient aller en finale de conférence, plutôt que de me demander s'ils allaient y aller. Alors, je dirais pas qu'ils vont le faire, mais je dirais que oui, ils peuvent. Ils ont les capacités. Maintenant, encore une fois, je parierai pas mon salaire là-dessus. En fait, la saison dernière a été assez exceptionnelle pour les Knicks, où quasiment tout a cliqué, avec des joueurs qui ont été vraiment attentifs et qui ont vraiment épousé le système de Thibodeau. Donc tout ça, c'était très bien, et ça va être dur de confirmer, faut en être conscient. C'est souvent très dur, quand tu fais une saison où tout fonctionne bien, de confirmer une deuxième saison. Donc faire aussi bien déjà que l'année dernière, et accéder en play-off, peut-être en faisant meilleure figure que cette année, je pense que ce serait déjà une réussite pour ces Knicks. Donc les imaginer au second tour, je pense que c'est quand même anticipé. Et surtout au vu de la concurrence d'ailleurs, on a déjà parlé de beaucoup de concurrents. Maintenant, j'aime beaucoup leur recrutement. Je pense qu'on a un Kemba Walker qui va être content de jouer chez lui, qui va avoir des choses à prouver et de montrer qu'il n'est pas cramé. On a un Evan Fournier qui est trop content de jouer au Madison Square Garden et qui peut apporter cette rage, cette hargne et ce combat qui est tant aimé à New York. Donc tout ça c'est cool, on va avoir des guerriers et ça fait plaisir. Surtout dans une équipe qui est coachée par Thibodeau. Ces recrutements, à mon avis, ils collent à l'identité de Tom Thibodeau. J'en avais parlé de tout ça en vidéo. J'avais fait une vidéo spéciale sur les Knicks. Donc ça sert à rien que je revienne dessus pendant des heures, mais je trouve que cet effectif est profond et complémentaire. En plus de ça, il y a des jeunes qui sont en bout de banc, sachant que Thibodeau, en fait, il va avoir des questions de riches à se poser, surtout que lui, il a des rotations plutôt resserrées. À mon avis, il pourra pas faire jouer tout le monde, et en plus de ça, grâce à cet effectif, les Knicks peuvent se prémunir, en tout cas peuvent prévoir certaines blessures si ça devait arriver. Donc ouais, une team qui correspond bien à la culture du Madison Square Garden, et ça fait plaisir. Plutôt que de tenter d'accumuler les stars, je pense qu'on a réfléchi en termes de culture et de fit. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé à New York, et c'est intéressant, je trouve, de faire comme ça. Bravo à Leon Rose, qui a fait du bon boulot autour de ça. Donc pour moi, première étape, c'est que le minimum, ça doit accéder aux playoffs déjà. Si, je le répète, si ça fait bonne figure, en tout cas meilleure figure que l'année dernière, franchement la saison sera réussie. Pour la suite, on verra bien. Tout dépendra de la forme du moment, de l'adversaire qu'ils rencontreront en play-off, de comment leur jeu peut s'adapter à cet adversaire. Donc passer un tour, si tout va bien, que les astres s'alignent comme il faut, qui sait, oui, ils peuvent le faire. Donc je veux pas le garantir, mais je ferme pas non plus totalement la porte en disant qu'ils sont incapables de passer un premier tour de play-off. 1 pair of pants later. Donc si on fait le bilan, si on parle de ces Knicks, vous êtes quand même assez enthousiaste, vu que vous êtes 52% à les voir entre 4 et 6, mais après vous les voyez
pas beaucoup plus haut. Il y a 5% qui les voient entre 1 et 3, donc très optimiste, et quand même 42% qui les voient se classer entre 7 et 9. Et en fait, vous êtes à peu près tous d'accord avec moi dans l'idée de dire que oui, cet effectif a progressé. Il y a forcément quelques doutes encore, il y a des interrogations qui se posent, mais oui, cette équipe a forcément progressé. Bien sûr qu'il y a des joueurs comme Reggie Bullock et Elfrid Payton qui sont partis, ou même Frank Ntilikina. N'empêche que les remplacer par d'autres joueurs comme Evan Fournier et Kemba Walker, forcément que tu step up. Et surtout que Kemba Walker, moi j'y crois encore en lui, et son genou a l'air rétabli, donc moi vraiment Kemba Walker j'y crois. Et donc je comprends votre optimisme, et finalement dans le chat j'ai vu pas mal de choses qui se rapprochent de ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire que non, ils sont pas favoris pour passer un tour, mais si tu fais une bonne saison régulière, et que tu tombes contre le bon adversaire, vu que le sport peut réserver tout plein de surprises, pourquoi pas les imaginer pour un second tour, même si, effectivement, c'est difficile de les imaginer dans le dernier carré à l'Est, parce que je vois quand même au moins 4 équipes supérieures sur le papier à ces New York Knicks. Pour le Orlando Magic, on a une question de Benoît Raymond, de Facebook, qui me demande qui est le patron dans cette équipe du Magic. Et là, comme ça, à froid, j'ai envie de dire personne. Mais est-ce que c'est le but à Orlando ? Chez le Magic, là, j'ai l'impression qu'on cherche plutôt la future pépite. Et on va espérer que des gars comme Jonathan Isaac, comme Mo Bamba ou comme Markelle Fultz restent en bonne santé pour tester un maximum les jeunes. Et un peu comme à Détroit, on verra qui va se développer, qui ne va pas se développer, qui fit, qui ne fit pas, et qui peut devenir un cadre de l'équipe plus tard. Et donc qui potentiellement peut devenir ce patron dans le futur. Mais là, c'est bien trop tôt pour le dire. On a quand même beaucoup trop de jeunes inexpérimentés encore pour affirmer qu'il y a un patron à l'heure actuelle. Donc le patron, si je réfléchis là comme ça à la va-vite, je me dis j'espère que ce sera le coach, que ce sera Jamal Mosley, j'espère qu'il saura créer un fond de jeu, qu'il saura mettre les jeunes dans les meilleures conditions possibles, qu'il leur donne confiance, qu'il les aide à se développer au mieux. Et s'il fait ça déjà, ce sera digne d'un patron pour le coach. Maintenant, si on parle du terrain, on peut penser, là je suis en train d'y réfléchir, à Terence Ross, qui lui pourra jouer le patron un petit peu dans le vestiaire, et même l'exemple sur le terrain. En tout cas oui, j'attends de lui que ce soit une sorte de modèle, qu'il soit exemplaire, je veux qu'il se comporte en guide auprès des jeunes, un peu comme DeRozan l'a fait aux Spurs l'année dernière. Il a de l'XP, alors c'est clair que c'est pas DeRozan, hein, même au niveau de l'XP et du talent, mais quand même je pense qu'il a suffisamment de vécu pour pouvoir montrer la voie, et si c'est ça un patron, ça peut être lui le patron, en montrant à ses gamins comment on se prépare, comment on aborde un match, comment on vit sa vie de professionnel. Mais pour moi c'est pas vraiment ça un patron ça doit être, pour moi, c'est presque plus un rôle de grand frère. Alors, j'ai pas envie de dire qu'il y a un patron à Orlando pour l'instant. J'ai envie de dire justement qu'on va essayer de voir qui peut l'être. Donc, si on parle d'avenir, moi, alors j'aime bien Cole Anthony, j'aime bien son côté leader, parce qu'il a une grosse mentalité de guerrier, il peut montrer l'exemple, mais aussi il a quand même beaucoup de failles et il commet beaucoup de déchets. Donc, moi, si on parle d'avenir, je crois beaucoup en Jalen Suggs, en futur patron, je dirais. Parce qu'on a un vrai floor général, qui a un gros QI basket, qui a de vraies qualités de playmaking, qui a de vraies qualités athlétiques aussi, et qui se comporte réellement en leader, qui a été quarterback au lycée, qui aurait pu devenir pro au football américain. Donc il y a vraiment, je pense, l'ADN du futur patron. Donc voilà, je le répète, pour moi cette année, il n'y a pas de patron. Sauf Mosley et Ross, si vous imaginez qu'un coach peut être le patron, ou qu'un vétéran peut être le patron. Mais moi, ce que j'attends d'eux, surtout, c'est qu'ils accompagnent un gars comme Jalen Suggs dans sa quête pour devenir le patron dans les années à venir. Et s'ils font ça, ouais, ok, ce sera déjà un bon boulot de patron à Orlando. Mais en vrai, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin d'un patron cette année. 346 minutes later. Ok, fin du sondage concernant Orlando. Vous êtes une très grande majorité, très grande même. Allez voir en toute fin de classement entre 13 et 15, vu que vous êtes 95%, et les 5% restants les voient au-dessus entre 10 et 12, donc un peu plus d'optimisme de la part de ce vote-là. Voilà, après, vous avez aussi répondu pas mal à qui pour vous est le patron, et là-dessus, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Bon, il y en a pas mal qui sont moqueurs, hein, qui ont parlé de Mickey comme patron, et je peux comprendre ce que vous dites, vu que je disais qu'il y avait pas de patron, mais vous êtes pas mal à croire en Jalen Suggs à l'avenir, et donc on verra ce qu'il peut faire, mais ça peut être lui, effectivement. En tout cas, c'est lui, je pense, et vous êtes assez d'accord avec ça. Je pense que c'est lui qui a le plus le profil du futur patron du côté d'Orlando. Concernant Philadelphie, concernant les Sixers, on a une question de Lestizy de Discord, qui me demande dans quel état d'esprit on va retrouver cette équipe et dans quel état sera le vestiaire.
Et j'avoue que les situations de chaos comme ça fait très peur, hein. À 2 semaines du début de la saison, on connaît même pas l'effectif, et forcément ça doit faire naître des doutes, surtout qu'on a l'impression que les Sixers n'ont pas encore tout à fait définitivement une croix sur Ben Simmons, et ça il faudrait qu'ils le fassent un jour. Il faut pas se leurrer non plus, hein, il reviendra pas. Dans le discours des uns et des autres, on voit bien qu'il est temps d'aller de l'avant sans lui. Les dernières déclats de Joel Embiid d'ailleurs montrent bien que c'est ce qui va se passer sûrement, hein. Il dit qu'il veut se concentrer sur les gars présents et essayer d'aller le plus loin possible avec eux et de gagner avec eux, que Ben Simmons bien sûr permettrait à la team d'être meilleure, mais pour l'instant il veut pas perdre son énergie là-dessus. Et de toute façon, comment les fans accueilleraient Ben Simmons s'il reviendrait? Je pense que c'est une cause perdue de toute façon. Donc voilà, il faut plus qu'il revienne. J'imagine même pas l'ambiance dans le vestiaire s'il revenait. Donc si on parle d'ambiance dans le vestiaire, déjà, je pense que la meilleure idée c'est qu'il ne revienne pas. Maintenant, si voilà, on part de ce postulat-là, qui reviennent pas, ce genre de situation, à mon avis, c'est qui tout double, hein, pour les équipes qui subissent ce genre de situation. C'est soit ça motive tout le monde et tout le monde se surpasse avec une grosse cohésion dans le vestiaire, où tout le monde se serre les coudes pour montrer que même sans lui, ça peut toucher les sommets et faire aussi bien l'année dernière. Soit il y a des défaites. Je pense qu'au début, ça va arriver motivé, mais s'il y a des défaites, ça peut vite perdre le mojo de début de saison, ça peut se frustrer, ça peut se râler les uns sur les autres. Et ça aussi, ça me fait un peu peur. Doc Rivers va avoir beaucoup de taf pour créer cette cohésion et pour la conserver tout au long de la saison, malgré les déconvenus qu'il peut y avoir. Et ça, est-ce qu'il en est encore capable, Doc? J'ai l'impression que le Doc Rivers, dont tout le monde parle avec son titre aux Celtics en 2008, il est un peu loin maintenant, parce que ça fait 13 ans ce Doc Rivers-là. Et est-ce que ça marche encore? Est-ce qu'il a autant d'impact? Je sais pas, en tout cas, il l'a pas montré ces dernières années. Après, maintenant, tout dépendra aussi de qui les Sixers obtiendront en échange de Ben Simmons, s'ils arrivent à l'échanger un jour. Mais là, sa cote a l'air très basse, du coup je suis pas très optimiste quant à Philadelphie. Ok, Simmons a plein de défauts dans le jeu, hein. Je parle que dans le jeu, hein. Je parle pas de son caractère et de son comportement actuel, mais il a aussi d'énormes qualités. Son départ va faire très mal aux Sixers, faut en être confiant, ne serait-ce que d'un point de vue défensif. Si c'est Tyrese Maxey qui reste le meneur titulaire, comme c'est le cas là actuellement au training camp, défensivement, ça va avoir de vraies failles, et même dans le playmaking aussi, il va y avoir de vraies failles. De toute façon, ça s'était déjà vu en 2020 dans la bulle, face aux Celtics notamment, quand il n'y avait pas Ben Simmons, Philadelphie, c'était pas la même équipe. On parle quand même d'un triple All-Star qui risque de partir contre 3 cacahuètes, et forcément que Philadelphie va pâtir de ce départ. Donc malgré son choc en playoff, et tout le monde ne parle que de ça, on sous-estime, à mon avis, le rôle qu'il a eu l'année dernière dans la grosse saison régulière des Sixers. Du coup, j'ai peur, parce que des défaites, il pourrait y en avoir, plus que l'année dernière, et si ça arrive, j'ai vraiment peur que tout explose dans le vestiaire. Heureusement, il y a des vétérans comme Danny Green ou Tobias Harris qui pourront aider tout le monde à prendre un petit peu de recul, à essayer de faire en sorte qu'ils gardent confiance, et il y en aura besoin à mon avis si ça commence à perdre. Donc voilà, pas de soucis, je le répète, à mon avis ils arriveront motivés en début de saison. Et la clé, ce sera, est-ce que ça va suffire pour gagner en début de saison? Si ça marche, pourquoi pas, le vestiaire peut tenir. Par contre, s'il y a trop de déconvenus, il pourrait y avoir des critiques de la presse, de la pression, de la frustration, des joueurs qui se critiquent entre eux. Et là, ouais, là, ça me fait peur. Je suis pas très optimiste, et je me dis que, à l'heure actuelle des choses, dans la situation comme elle est en ce moment, Daryl Morey pourrait très bien vite s'amuser à tout péter en cours de saison prochaine. Et j'avoue que ça me fait un peu flipper tout ça. 8 hours later. Alors le bilan pour les Sixers, la majorité, 63%, vous les voyez entre la 4e et la 6e place, donc ce qui est plutôt pas mal, hein, vu la situation assez chaotique. Vous êtes 31% à les voir plus bas, entre la 7e et la 9e place, et 6% à être optimiste, à les voir tout en haut, entre la 1re et la 3e place. Et en fait, ouais, il y a des remarques que j'ai vues qui étaient assez intéressantes dans le chat, hein, qui parlent de l'état du vestiaire. Ça va beaucoup dépendre de comment Joel Embiid arrivera à s'affirmer en tant que leader. Il va falloir qu'il mûrisse un petit peu, parce que autant Embiid c'est un super joueur de basket, et ça fait un peu de peine, hein, vu la saison qui vient de sortir, d'imaginer qu'il va avoir une équipe moins performante potentiellement autour de lui que l'an dernier. C'est très difficile de toute façon de voter pour ces Sixers tant qu'on ne sait pas qui va arriver contre Ben Simmons. Après, peut-être que si c'est des role-players guerriers, que des mecs qui arrivent à souder l'équipe, même si on n'aura pas le All-Star que Daryl Morey attend en échange de Ben Simmons, ça peut quand même aider cette équipe à se souder et à être motivée. Mais malgré ça, il faudra vraiment un Joel Embiid qui s'affirme en leader. Et jusque-là, je le répète, c'est un super joueur, mais pour l'instant, dans les mots, dans la motivation, dans le body language, lui peut avoir tendance à baisser les bras, à râler un peu sur ses coéquipiers. Je l'adore, hein, mais c'est pas le plus fédérateur des joueurs, il faut être conscient de ça. Et pour le moment, j'ai pas trop confiance en lui en tant que leader qui peut vraiment porter les
les siens et booster les siens et les aider à se surpasser. Et ça c'était beaucoup vu dans la bulle en 2020 sans Ben Simmons, que à force de râler, on avait l'impression qu'il râlait tout le temps sur les autres. Et là, quand ça se passe comme ça, c'est toute l'équipe qui plonge vers le bas, et c'est un petit peu ma crainte malheureusement cette saison pour les Sixers. Ok, pour les Raptors, une question très compliquée, justement, qui arrive après une saison compliquée, donc de Shinda, merci Shinda de Discord, qui me demande quel avenir pour Siakam après la saison compliquée qu'il a eue. Et la question est peu évidente, à mon avis. On a vu un Siakam sûrement trop vite, et pour l'instant, il n'a pas montré, je dis pas qu'il ne pourra jamais l'être, même si j'ai des doutes quand même, mais il n'a pas montré qu'il pouvait vraiment être un franchise player, et encore moins un franchise player dans une équipe qui joue le titre. Après, si, il l'a montré sur des courtes périodes, et c'est pour ça que je l'enterre pas complètement. Et puis l'an dernier aussi, ça n'a pas été simple, la pandémie n'a pas aidé Siakam, le fait de jouer à Tampa non plus, les blessures aussi, le manque de rythme, le fait qu'il n'arrivait pas à mettre ses shoots de loin, tout ça c'est quand même des excuses, et qui peuvent s'améliorer l'année prochaine. Et puis voilà, comme je disais, il faut se rappeler que lors de la saison 2019-2020, il a eu des moments de brillance quand même. Il a fait un premier tiers de la saison qui lui permettait limite d'être dans la course au MVP, il a été All-Star, c'était mérité, donc les qualités, elles semblent là, mais tout ça me semble déjà loin, et est-ce que la réalité de 2-3 mois peut vraiment servir pour juger de toute une carrière ? Je suis pas sûr, peut-être qu'il était juste en sur-régime. Les choses sont claires aujourd'hui, j'ai pas non plus trop envie de le voir porter la balle, comme c'était le cas l'année dernière, parce qu'il y a encore beaucoup de déchets dans son jeu, et il fonce des fois un peu trop tête baissée, et il est peut-être pas assez partageur pour qu'il ait tant la balle, et soit utilisé en franchise player. Par contre, attention, imaginez qu'il retrouve juste sa confiance en shoot, en son shoot, et qu'il se remet à mettre des tirs de loin, il peut quand même relever la tête, et faire bien mieux que l'année dernière. Par contre, je pense que ce sera difficile, parce que maintenant, ça y est, il a été All-Star, il est attendu, il est ciblé par les défenses, il y a pas mal de coachs qui ont compris comment le limiter, il va falloir qu'il se batte, il va falloir qu'il se donne, et c'est pour ça que je suis pas non plus hyper optimiste, surtout que c'est pas simple, il est encore blessé à l'épaule, il va manquer au moins le premier quart de la saison, et en plus de ça, ouais, c'est une blessure à l'épaule, moi je disais qu'il faudrait qu'il retrouve son shoot pour regagner sa confiance et peut-être percer à nouveau. Quand t'es blessé à l'épaule, c'est pas l'idéal pour retrouver ton shoot, en plus de ça, il va pas faire le training camp, c'est toujours délicat tout ça, c'est difficile je trouve globalement d'être hyper optimiste pour Siakam dans un rôle de franchise player, et pourtant, là, les Raptors ont besoin de lui en tant que franchise player, et du coup, ça fait que je suis pas non plus très optimiste pour les Raptors non plus. En fait, j'ai l'impression, je vais rajouter même Van Vliet dans le lot, que Siakam et Van Vliet peuvent être de super lieutenants, mais sans une star qui évolue à leur côté, j'ai peur que ça perde pas mal, et que ça gagne pas assez pour que tout aille bien du côté du Canada, quoi. Et au final, même si c'est pas là qu'il a fait ses meilleurs stats, Siakam, j'ai trouvé que le rôle dans lequel il a été le meilleur le plus longtemps, c'est quand il y avait Kawhi Leonard à ses côtés, et que lui brillait par ses coupes, par ses démarquages, et que c'est pas lui qui avait à créer pour les autres. J'ai peur que si Siakam relève pas la tête et que Toronto perde, ils subissent pas mal de critiques, Siakam, pour son contrat notamment, et peut-être Van Vliet peut subir les mêmes critiques, mais là on parle de Siakam, et je pense que Siakam sera encore plus la cible des critiques, et en fait ce qui se passe, c'est qu'avec les contrats de ces deux joueurs, on a une équipe des Raptors qui est un petit peu bloquée financièrement, et qui pourrait se retrouver à les surpayer. Donc j'ai un peu peur, donc j'espère me tromper, parce que j'ai quand même pas mal d'affection pour ces Raptors, parce que c'est quand même une équipe de guerriers, et j'aime beaucoup Nick Nurse aussi, mais si ça se passe mal, que Siakam n'arrive pas à s'affirmer en tant que franchise player, et que Toronto est dans le ventre mou, voire en fin de classement, si je parle de son avenir, je suis pas sûr que Siakam à Toronto, ça fasse encore très long feu. Même si là, apparemment, aux Raptors, on compte sur lui, il a été dans pas mal de rumeurs de trades, et j'ai peur que ce ne soit que le début pour Pascal Siakam. 5 minutes later. Ok, donc si on fait le bilan, je vois que je suis pas le seul à être pessimiste concernant les Raptors, vu que vous êtes 50% à les voir entre 10 et 12 et 50% à les voir entre 13 et 15. Personne ne les voit plus haut que ça. Et c'est vrai que ça pose question, donc vous me dites que certains disent que c'est Fred Van Vliet le franchise player, d'autres disent, et moi je suis plutôt de ce côté-là, qu'il n'y a pas vraiment de franchise player à Toronto, plutôt des options 2 et 3, et que ce sera difficile de gagner pour eux. Alors on a bien envie de laisser encore une chance à Siakam, parce qu'il a de vraies capacités, mais là il y a sa blessure qui saoule en fait, et qui va les amoindrir, les chances de prouver qui il était. Et donc ouais, forcément, vu son contrat, vu ce qu'il a montré, et vu les difficultés qu'il peut avoir, beaucoup pensent qu'il faut reconstruire
reconstruire à Toronto pour peut-être aller choper Victor à la draft 2023. En tout cas, peu importe. Beaucoup pensent qu'il faut reconstruire à Toronto. Et donc forcément, si tu veux reconstruire, ça passera potentiellement par un transfert de Siakam pour se libérer de son contrat et recevoir un maximum d'assets en retour. Donc j'avais l'impression d'être très pessimiste quand je l'imaginais transférer, parce que j'ai quand même envie d'y croire un petit peu, parce qu'il est capable de pas mal de choses. Mais finalement, je suis pas tant pessimiste que ça, parce que quand je vois dans le chat, vous l'êtes encore plus que moi. La dernière question du jour, avec la dernière équipe du jour, qui est Washington, nous vient de Izu De Bruyne. Faut-il chercher à échanger Bill pour laisser les jeunes se développer? Alors ça, je comprends pas trop. Moi je dis non directement. Les Wizards, déjà, j'ai pas l'impression qu'ils soient dans une optique de reconstruction pour l'instant. Parce que Bill, en vrai, il n'a jamais exprimé le désir de partir réellement. Il sera free agent l'année prochaine, mais il a toujours dit des bonnes choses concernant Washington. J'ai l'impression qu'il s'est toujours bien senti là-bas, que ça a l'air d'être le genre de mec qui se voit bien faire toute sa carrière dans sa même équipe, dans une même équipe. Donc ça m'étonnerait pas tant que ça de le voir re-signer. Donc maintenant, chercher à échanger Bill pour laisser les jeunes déjà présents se développer, franchement, j'y vois aucun intérêt. Parce que parmi les jeunes qui sont déjà présents, j'en vois aucun qui pourrait atteindre un jour le niveau de Bradley Beal, même à son full potentiel. Il y a qui? Il y a Deni Avdija, il y a Rui Hachimura, il n'y a jamais aucun de ces joueurs qui sera un All-Star en puissance ou un futur meilleur scoreur ou deuxième meilleur scoreur de la ligue. Alors pourquoi le laisser partir dans ces conditions si c'est pour laisser se développer des mecs qui n'atteindront jamais son niveau? Et puis de toute façon, si on va un peu plus loin, c'est pas Bradley Beal de toute façon qui prendra du temps de jeu à Rui Hachimura, c'est pas le même poste. Par contre, si je prends un peu plus de recul par rapport à cette question, je suis pas super sûr que cette équipe puisse aller bien loin en l'état. Bien sûr, après, si on a un Kyle Kuzma, un Montrezl Harrell, un Spencer Dinwiddie, un Spencer Dinwiddie et un Davis Bertans qui performent à fond, et ils en sont tous capables, ça peut faire mal. Mais ça fait quand même beaucoup de si. En fait, si tous se transforment en role-player d'exception, si Kuzma et Dinwiddie sont des options 2 et 3 de luxe, ouais, ça peut faire quelque chose, ça peut aller en playoff. Mais il y a beaucoup d'incertitudes. Et en vrai, là, à court terme, je sais pas trop ce qu'ils peuvent viser, les Wizards. Peut-être qu'il faudra penser à tourner une page bientôt, même si Bill veut rester, peut-être que c'est Washington qui devra décider de s'en séparer, et pas forcément pour laisser les jeunes déjà présents se développer. Par contre, utiliser la valeur que peut avoir Bradley Beal sur le marché des transferts maintenant, parce que sa valeur est très haute, pour obtenir de gros assets, et potentiellement prendre ce risque de l'échanger, mais pour avoir une, voire deux potentiels superstars. Alors ça ferait beaucoup quand même dans un trade comme ça, mais on sait jamais, avec des pics bien placés pour le futur, ça pourrait valoir le coup, tant que sa cote elle est haute en ce moment. Quitte à ne rien viser sur le présent, à mon avis, Washington, il devrait presque faire all-in sur le futur. Ça, je comprendrais plus d'essayer d'avoir un max d'assets plutôt que de faire ça pour laisser les jeunes se développer. Par contre, à ce jour-là, j'ai l'impression que c'est pas la direction que Washington semble prendre. Après, peut-être que si ça déconne en début de saison, ils y réfléchiront un peu plus. Mais là, moi, j'ai peur qu'ils deviennent un peu une équipe qui soit dans le ventre mou, parce que c'est pas dégueulasse, ce roster, c'est même plutôt pas mal, je trouve. Ça suffira pas pour être énorme, mais c'est quand même trop bon pour être en fin de classement. Donc on a ce syndrome des équipes qui sont pas assez fortes pour performer vraiment en playoff, mais qui sont trop fortes pour espérer avoir un bon pick de draft. Et ça, on le sait, c'est la pire situation qui peut exister en NBA. C'est la situation où tu stagnes des années, jusqu'à ce que tu te dises, allez, il faut tout péter. Et j'ai perdu des années, j'aurais dû le faire plus tôt. Pour moi, ouais, Washington doit transférer Bill, pas pour laisser les jeunes déjà présents se développer, mais pour essayer de faire all-in sur l'avenir. Et de toute façon, ce ventre mou là et une stagnation qui durerait des années, je me dis qu'un joueur comme Bill, avec ses qualités et malgré ses défauts, notamment un jeu à l'ISO poussé à l'extrême, vaut bien mieux qu'une équipe qui squatte des années dans le ventre mou. Donc j'aimerais, et pour les Wizards, en pensant à leur avenir, et pour Bradley Beal, qu'un transfert soit imaginé en cours de saison prochaine. Ouais. A few minutes later. Pour faire le bilan sur ces Wizards, vous êtes 60%, allez voir, terminé dans le ventre mou, comme je disais, entre la 10e et la 12e place. 35% les voient un peu plus haut, entre 7 et 9. Et on a un petit troll, 5%, qui les voit entre 1 et 3, pour finir en beauté, voit les Wizards super haut. Et on ne sait jamais, en cas d'attaque nucléaire, pourquoi pas voir les Wizards terminer en tête de la ligue. En tout cas, peu importe, ce qui se passe, c'est que vous êtes assez d'accord que cette équipe, elle a du talent vraiment, et c'est plaisant de voir des mecs comme Dinwiddie, comme Caldwell Pope, comme Kyle Kuzma, tout ça, ça fait des vrais role-players très bons, enfin, dans leur rôle de role-player en tout cas, mais qui sont pas assez performants pour aider Bill à aller vers les sommets et aller vers le haut. Par contre, voilà, c'est quand même assez bon, donc on n'a pas envie de les tacler, d'être trop sévère. J'ai vu aussi dans le chat que beaucoup étaient pour
échanger Bill aussi, j'imagine pour les raisons que j'ai données. En tout cas voilà, on est à peu près tous d'accord pour dire que les Wizards, ça finira dans le ventre mou. Epilogue. Si on fait le bilan de ce classement, les 6 équipes qui pour vous se qualifieraient en playoff sans passer par le play-in, ce seraient les Bucks, les Nets, le Heat, les Hawks, les Sixers et les Celtics. Et franchement, je trouve ça assez cohérent, même si, comme je disais, j'attends de voir qui les Sixers auront contre Ben Simmons ou n'auront pas contre Ben Simmons. C'est à peu près les 6 équipes que j'aurais mises. Alors, à voir les Knicks et les Bulls, de toute façon, je pense qu'entre Knicks, Bulls, Celtics, Sixers, voire même Hawks, ça peut se jouer, ça peut se jouer à très peu de choses et ça peut avoir un classement très serré. Mais je trouve ça finalement assez cohérent, même si j'attends peut-être les Knicks plus haut et les Bulls plus haut, mais j'aurais du mal à savoir qui descendre, parce que je l'ai dit tout au long de cette vidéo, la concurrence est assez rude dans cette conférence Est. Après, pour vous, les 2 autres équipes qui iraient en play-in, ce seraient les Pacers et les Hornets, et pourquoi pas, ça fait partie des équipes auxquelles je crois, avec les Wizards à mon avis, qui peuvent parler fort avec ces équipes. Après, les Raptors et les Cavs, ça me va qu'ils soient juste après, mais pourquoi pas, si tout clique chez eux, peut-être qu'ils peuvent jouer un play-in aussi, même si au vu de la concurrence, encore une fois, ce sera difficile. Pour l'instant, je trouve le classement assez cohérent, franchement, et avec les Pistons et le Magic en queue de peloton, tout ça me semble, franchement, ça ressemble assez au classement que j'aurais fait moi. Entre Bucks et Nets, ça va se jouer à un cheveu, de toute façon, et les Bucks ont peut-être plus de chances d'être en bonne santé que les Nets, avec plus de load management aux Nets, donc voir les Bucks finir premier de la saison régulière, ce serait pas surprenant. Le Heat, il faut que tout clique, mais on l'a déjà dit tout à l'heure, ça peut le faire, parce qu'il y a des joueurs qui correspondent vraiment à la mentalité de Spoelstra. Les Hawks, ce serait très bien d'arriver à confirmer, de faire 4ème, mais ils en sont capables aussi. Franchement, bravo, on a un classement qui me convient bien. Alors bien sûr que ça va se jouer à... On comparera ça en fin de saison, ce sera rigolo. Bien sûr aussi que ça va se jouer à pas mal de choses entre la 4ème, la 5ème, la 6ème, la 7ème et la 8ème place. Bien sûr que ça peut se jouer aussi à peu de choses entre la 9ème, la 10ème, la 11ème, la 12ème, voire la 13ème place. De toute façon, je pense qu'on va avoir une conférence ultra serrée. Ouais, un Est qui va être très compétitif, avec chaque match qui va être super intéressant à voir jouer. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de voir tout ça, et vivement que la saison commence pour voir si on a eu raison, parce que je dis je m'inclus dedans, parce que vu que je suis d'accord avec ce classement, je m'inclus dedans. Donc vivement le début de la saison pour voir si on a eu raison. Voilà pour ce qui est des questions les plus hautes sur les 15 équipes de la conférence Est, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Alors, ça vous a plu? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce classement final établi par la communauté? Est-ce qu'il y a des teams que vous voyez bien plus haut, ou au contraire des teams que vous voyez bien plus bas? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et je vous le rappelle, le seul moyen de suivre ça du plus proche possible, c'est l'abonnement au League Pass. Donc il y a mon lien en description, allez cliquer, c'est important. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires, ou encore les plus fun, c'est bon ça pour le référencement, mais aussi pour le sourire. Attention, tous ceux qui ne le feront pas, j'enverrai votre franchise de cœur dans un multiverse où ce sera Anthony Bennett, votre franchise player. Ouais, ce serait dommage, j'en ai parlé dans une vidéo d'il y a quelques temps, je pense que c'est un des plus gros flops de l'histoire de la draft, alors ne risquez pas ça quand même. Enfin, pour le soutien ultime, vous maîtrisez, c'est encore et toujours sur Tipeee que ça se passe, gros merci à tous ceux qui poussent cette chaîne vers le haut, mois après mois, et vous, si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas. On a fait tellement de choses tous ensemble, j'ai aucune envie que ça s'arrête. À très vite. Лукак, стали клуб решать. Отлично.